C'est un peu une idée commune de Clémence, Valérie, Philippe, et puis je m'y suis associé ainsi que Marc Delbé à Bordeaux. On a eu l'idée voilà, d'avoir un événement régulier, un moment régulier où toutes les personnes qui s'intéressent aux questions d'évaluation médico-économique puissent échanger autour de questions méthodologique, on va dire. Et donc voilà, c'est la première aujourd'hui. Oui, donc je disais que vous avez pu voir sur le site du séminaire que Philippe a conçu gentiment les prochaines dates. Il y a une date de mémoire en avril, une date en juin et deux dates en septembre sur des sujets très variés, hein, soit des sujets strictement médico-économiques, soit sur des sujets un peu élargis autour de la question de l'analyse coût-bénéfice et des liens avec l'outcome santé. Donc c'est un peu l'esprit de ce séminaire, hein, c'est de toucher à tous les sujets qui peuvent intéresser la communauté. Et quand je parle de communauté, c'est la communauté au sens large du terme, c'est toutes les personnes, quel que soit le lieu où elles travaillent, à l'université, à l'hôpital, dans des boîtes de conseil et d'études, que toutes ces personnes-là puissent trouver ce lien pour discuter librement, complètement librement des questions méthodologiques. Et aujourd'hui, on a la chance, pour la première, d'accueillir Julie et Gérard sur les questions tournant autour du nouvel instrument, enfin nouvel, il n'est plus tellement nouveau, hein, mais de Q5D, de Q5D 5L. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir. Et puis je passe la parole à Clémence pour introduire la séance du jour. Merci à tous d'être là. Oui, moi je vais juste apporter quelques précisions. Donc d'abord, vous précisez que là, la séance, elle est enregistrée. Euh, Normalement, ce qu'on avait prévu, c'était de n'enregistrer que, et éventuellement de mettre sur le site, sur un site internet, on verra, enfin celui qui correspond à la page, uniquement la partie présentation. Et peut-être que les échanges qui auront lieu à l'issue de la présentation, eux, bah, resteront entre nous. Mais voilà, pour des questions de données, il faut voilà, que vous sachiez que la séance est enregistrée. Je voulais aussi préciser peut-être les règles du jeu du séminaire, c'est de se dire qu'on est tous là en tant qu'économistes et scientifiques. Donc la parole, notre parole n'engage pas les institutions auxquelles on fait partie. Donc c'est une discussion purement scientifique et c'est chouette comme ça. Et essayer aussi d'avoir une discussion sur les outils, sur les enjeux, sans se limiter là aussi aux contraintes institutionnelles actuelles. Et donc bah, l'objet là aujourd'hui, c'est de discuter de l'EQ5D5L et de se demander tous ensemble et de discuter des questions que ça pose, des orientations qu'on pourrait tous souhaiter en termes de recherche, les nouvelles données à produire, les efforts à engager, les discussions à poursuivre. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment cette complète liberté et cette parfaite neutralité vis-à-vis des questions institutionnelles. Euh, et puis enfin, bah, moi je jouerais juste le rôle de Candide et donc par moment, s'il y a un point qui me semble peut-être nécessaire de préciser, je me permettrais, Julie ou Gérard, de vous interrompre ou de vous dire, tiens, Julie, est-ce que tu peux nous redire ce que tu veux dire par là? Et après, après vos deux présentations, on aura quelques questions de Philippe, de Valérie et de Fabienne. Donc, ils vous poseront chacun une question. Et après, ce sera complètement ouvert au chat et aux interventions. Et là, je ferai juste le rôle de modérateur pour le chat pour voir voilà, s'il faut regrouper des questions qui se ressemblent ou donner les paroles. Enfin voilà, j'essaierai d'organiser tout ça. Donc c'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est un peu amateur en termes d'organisation, hein. Vous êtes sur mon lien Zoom de l'université, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. On va essayer de créer une mailing list pour pouvoir échanger plus facilement et pardonnez-nous s'il y a des petits problèmes techniques ou voilà, toute forme de difficulté. Excuse-moi, je reviens, j'ai un chat dans la gorge, je reviens. Alors vas-y. Donc on est trop nombreux pour faire un tour de table, mais ça c'est chouette. Voilà, donc on pourra pas demander à chacun qui il est, mais c'est pas l'envie qui nous en manque. N'hésitez pas à mettre votre caméra, ça nous fera plaisir de vous voir aussi. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Julie. Merci. Merci Clémence, merci Jérôme pour l'introduction et merci de nous avoir invités avec Gérard, même s'il s'est absenté 5 minutes, pour parler de ce sujet-là. Alors j'ai une petite présentation, je vais peut-être la projeter. Tu as désactivé le partage d'écran. Mais tu vas me le Mais- demander? Non? Tu peux me... Ah non, il y a marqué que c'est désactivé. J'ai dit OK, mais il me permet pas de te demander. Au Ah, pire, si tu l'as, tu non, 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 mais peux. je vais... Hop.
Paramètres de partage. En contexte, effectivement, le Q5D 5L est pas si nouveau parce que, pour la petite histoire, on l'a construit avec Gérard dans ma thèse, donc c'était en 2010, c'est pas récent. Et puis après, il y a eu toutes les étapes de validation, valorisation dont on va parler. Et le temps que tu me donnes la Yes, main, normalement, c'est bon là. c'est bon. Ce que je voulais dire, c'était que du coup, la présentation, l'objectif, c'est de revenir sur deux, trois éléments. Donc, je ne sais pas si vous voyez là. Revenir sur deux, trois éléments que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent déjà par cœur, et notamment ce qu'est le Q5D, mais pour placer voilà, tous les termes et être sûr qu'on parle bien de la même chose après quand on va discuter. Et puis la question était que faire de le Q5D 5L. Donc commencer à discuter et à présenter peut-être, alors présenter c'est un grand mot, mais les choses qu'on a en tête avec Gérard, les éléments qu'on a en tête pour ouvrir la discussion et puis pouvoir justement répondre aux questions et réfléchir tous ensemble parce qu'il y a sûrement plein d'idées et plein de choses ou plein de choses auxquelles vous avez pensé et que vous avez en tête. Donc, en deux mots, si j'arrive à faire passer les slides. Donc, quand on parle de Q5D, au sens large, en fait, on parle d'index d'utilité. Un index d'utilité, c'est un instrument préscoré qui va permettre d'obtenir les niveaux d'utilité. Concrètement, en fait, on va le voir, c'est un petit questionnaire, type questionnaire de qualité de vie qui va permettre de définir l'état de santé de la personne qui répond au questionnaire et de connaître le niveau d'utilité qui est associé. Ce qui est important, et parce que là on est en France et qu'on va vraiment parler du sujet français, c'est de savoir que quand on parle de niveau d'utilité, donc de pondération de l'état de santé au regard par rapport à un état de santé qui serait la pleine santé, c'est très important de se focaliser sur le niveau d'utilité dans le pays concerné. Donc ici en France, et pour la France, pour la petite histoire, même si on parle de l'EQFIFT 5L, il existe trois instruments index d'utilité pour lesquels on a une valorisation française qui sont par ordre décroissant d'arrivée sur le marché, je vais dire, mais dans nos sujets, le Q5D 5L, le 3L et puis le HUI3 que on utilise moins, mais qui malgré tout existe. Et puis, il y a quand même des études dans lesquelles on peut le retrouver. En deux mots, donc le Q5D, c'est un petit questionnaire, comme je viens de dire, de qualité de vie qui permet de décrire l'état de santé de la personne interrogée selon 5 dimensions: la mobilité, l'autonomie de la personne, les activités courantes, douleurs, gênes, anxiété, dépression. Historiquement, le Q5D avait été construit de telle sorte que, donc c'est le 3L, de telle sorte que chaque dimension pouvait être décrite par 3 niveaux de réponse. Donc, par exemple, la mobilité, j'ai aucun problème, j'ai des problèmes pour me déplacer ou je suis obligée de rester alitée. Au fur et à mesure de son utilisation, on s'est rendu compte qu'il était probablement pas assez précis pour décrire les états de santé et on s'est posé la question, donc là c'était autour des années 2010, hein, on s'est posé la question de le rendre plus fin et donc d'avoir un niveau de réponse plus fin en proposant 5 niveaux de réponse par dimension, tout en gardant les mêmes dimensions. L'idée c'était de garder l'état d'esprit de l'Occupy et par ailleurs, hein, ces différentes dimensions sont celles qui sont définies par l'OMS pour décrire la qualité de vie. Donc, on est arrivé au 5L, si je fais une abréviation sur l'Occupy 5L, L pour le L, donc pour les 5 niveaux de réponse. Donc, on voit ici le questionnaire. Donc, en fait, quand la personne interrogée répond à ce questionnaire-là, ça nous permet d'avoir l'état de santé de la personne qui répond et juste pour voilà, placer la façon dont on décrit l'état de santé, chaque dimension, donc chaque niveau de réponse à une dimension va donner, par exemple, la première réponse pour mobilité, je réponds au premier item, donc j'ai le 1 pour l'état de santé. Pour la deuxième dimension, autonomie de la personne, je réponds j'ai des problèmes légers, donc c'est le deuxième niveau, donc c'est 2, et ça nous donne l'état de santé qui est noté ici, 1, 2, 2, 3, 5. Au final, le Q5D 5L permet de définir, si on regarde toutes les combinaisons de réponses, 3125 états de santé. Pour chaque état de santé, on va avoir donc le niveau d'utilité, c'est-à-dire comment est-ce que
je dirais l'état de santé se positionne alors entre 0 et 1, ou entre -1 et 1 si on considère qu'il y a des états de santé qui sont considérés comme pire que la mort, mais comment il se positionne par rapport à la pleine santé, où la pleine santé a une valeur d'utilité de 1. Donc la façon de passer, enfin la façon dont on obtient le niveau d'utilité pour un état de santé donné peut être obtenue à partir, alors on utilise plusieurs termes et chacun a sa façon de nommer les choses, mais de fonction de pondération, fonction d'utilité ou value set. Il y a un point que j'ai souligné ici qui est important et qui pourra aussi venir alimenter les discussions qu'on aura, qui est que en France, mais d'ailleurs pour toutes les valorisations EQ5D, que ce soit 3L ou 5L, c'est basé sur ce qu'on appelle alors des préférences collectives, c'est-à-dire que pour attribuer le niveau d'utilité à un état de santé donné, on a demandé à des personnes de la population générale de répondre à un questionnaire et de nous donner la valeur d'utilité qui, pour elles, correspondait à un état de santé donné. Ce qui est important là, ça va être sur les discussions peut-être la différence entre des préférences collectives et des préférences patients et aussi la façon dont on répond à ce questionnaire-là en fonction de si moi je me projette dans un état de santé qui n'est pas le mien ou si on demande au patient de remplir le questionnaire pour son état de santé. J'ai un exemple là-dessus, par exemple, imaginons quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Alors bon, j'ai la chance de jamais avoir été en fauteuil roulant, donc je me projette, mais si on me demande à moi de remplir ce questionnaire-là, en imaginant que je suis en fauteuil roulant, je vais remplir pour la mobilité que je suis incapable de me déplacer à pied. Et puis moi, en fait, j'ai jamais été en fauteuil roulant et je vais avoir cette impression que j'ai d'ailleurs que si demain je suis en fauteuil roulant, ben, ça va être compliqué de me laver ou de m'habiller tout seul. Donc probablement, je vais mettre du 4 ou du 5. Ça va être compliqué d'accomplir mes activités courantes parce que pour aller au travail, aujourd'hui, j'y vais en métro. À Paris, le métro, bah, on voit tous qu'il n'y a pas beaucoup d'ascenseurs et que c'est compliqué d'y aller. Donc, je vais très probablement mettre sur cet état de santé, enfin, remplir ce questionnaire-là de façon assez... enfin voilà, beaucoup de niveaux 4 ou 5 sur différents points. Là où peut-être que quelqu'un qui est en fauteuil roulant depuis assez longtemps, finalement, il va peut-être pas au métro en travail, mais il a une solution de mobilité. Il s'est rendu compte que le métro, il n'y avait pas d'ascenseur, c'est compliqué, mais il a vu que tel bus, il y avait la plateforme pour monter dedans. Et donc, il a pris l'habitude, je vais dire, de son état de santé et il va répondre au questionnaire d'une façon différente. Donc, il y a bien une différence entre la façon de répondre quand on est la population générale et qu'on se place dans un état de santé fictif ou quand on est le patient et que on sait, je vais utiliser le mot adapté, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, on s'est adapté à son état de santé. Donc juste pour vous montrer, donc quand on parle de fonction de pondération, de value set, quand on travaille sur le Q5D, on va aller récupérer directement des valeurs qui sont soit publiées, donc là à gauche, alors c'est celui du 3L parce que c'est celui que j'avais sous la main, mais le value set, c'est vraiment, on a tous les états de santé et à côté, on a toutes les valeurs d'utilité associées à l'état de santé. Donc, c'est des valeurs qui ont été déjà précalculées dans des études ad hoc. Et on a aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, la fonction de pondération. Donc, ça donne les mêmes résultats. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, sauf si vous voulez qu'on rentre dans le détail, mais c'est plus pour montrer qu'il y a plusieurs façons de calculer les valeurs d'utilité, que il y a déjà des études qui vous permettent de les calculer et que pour un état de santé donné, on va comme ça pouvoir avoir l'utilité associée à l'état de santé. Donc là, sur cet état de santé-là, ce que ça veut dire, c'est que l'état 2, 1, 2, 3, 2, je me place en fait sur les utilités, hein, c'est des équivalents pleine santé, donc ça veut dire que une année dans cet état de santé-là est équivalent à 0,862 années en pleine santé. Ça permet de donner les équivalents pleine santé. Et on parle de ce sujet d'utilité, donc principalement pour pondérer les états de santé dans le calcul des QALY et pour calculer, produire des résultats d'efficience. Là encore, j'ai souligné le point incrémental parce que on va voir la discussion autour de l'EQ5D, 5L porte vraiment sur, j'ai des exemples après, hein, mais les valeurs, le niveau des valeurs d'utilité qu'elle permet de fournir. On va voir qu'il y a des différences entre ce qu'on obtient à partir
du questionnaire et de la valorisation du 3L et ce qu'on obtient à partir du questionnaire et de la validation du 5L. Mais c'est des chiffres bruts. En efficience, on est sur des chiffres, des comparaisons de chiffres, des chiffres incrémentaux. Donc, il y a ce sujet-là aussi de si on a un chiffre brut qui est différent d'un autre, est-ce qu'en incrémental, on a les mêmes écarts ou pas? Donc là, avant de discuter de la problématique 5L, ou en tout cas de ce qu'on observe sur le 5L, je voulais redonner des termes de langage, ou en tout cas voir ce qui existait. Donc, on a dit qu'il y avait deux questionnaires, le 3L et le 5L. En ce qui concerne le 3L, on a une valorisation des états de santé qui a été faite spécifiquement pour le questionnaire 3L. En ce qui concerne le 5L, on a aussi une valorisation des états de santé qui a été faite directement sur le 5L. Donc Gérard pourra vous en parler parce qu'il est dans le EAL sur les deux papiers. Donc pour le coup, il y a que lui qui a fait vraiment les deux études. Et on a, je dirais, une troisième étude qui est une valorisation de mapping qui a été faite dans une publication de Ben Van Noot qu'on utilise beaucoup et surtout qu'on utilisait beaucoup avant que la publication directe Andrade ait été faite. Par abus de langage dans beaucoup, alors nous, avec beaucoup de labos avec qui on travaille, mais aussi on le voit dans les avis d'efficience, on appelle cette valorisation souvent du 3L parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a regardé, avant d'avoir la valorisation directe, on a utilisé une fonction de régression pour arriver à attribuer aux états de santé définis par le 5L une valeur d'utilité, mais qui était celle qu'on avait mappée sur ce qui avait été calculé à partir du 3L. Donc en fait, artificiellement, en tout cas sur les valeurs d'utilité que ça permet d'obtenir, ça gomme finalement le fait d'avoir rajouté des niveaux, des niveaux de réponse pour les dimensions du 5L. Gérard, si tu veux rajouter des choses ou préciser des choses, n'hésite pas. Ce que je voulais dire qui peut servir aussi pour la discussion après et qui va nous servir aussi à regarder ce que donnent les résultats du 3L et du 5L dans des études médico-économiques, des études économiques, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des normes populationnelles qui ont été publiées. Donc les normes populationnelles, ce qu'on a fait, enfin c'est pas moi, mais ce que les auteurs ont fait, c'est qu'ils ont fait passer les questionnaires en population générale, le 3L ou le 5L, et puis à partir des value sets publiés, ils ont décrit l'utilité de la population générale par tranche d'âge. Donc ça, on l'a pour le 3 niveaux et pour le 5 niveaux. Ce qu'on voit, c'est que ça donne quand même des scores proches, heureusement. Et ce qu'on voit aussi, alors on pourrait en discuter pour essayer de trouver des explications. Je me suis jamais plus penchée que ça sur la question, mais c'est qu'en tout cas, sur les classes d'âge les plus élevées, on a une différence de score quand même plus marquée entre ce qu'on pourrait observer avec du 3L et ce qu'on pourrait observer avec du 5L. D'autres chiffres que je voulais vous présenter pour que voilà, on ait déjà des éléments et notamment les éléments de discussion dont on avait discuté, Clémence, quand on a commencé à discuter de ce séminaire. C'est que j'ai voulu regarder ce qu'on obtenait comme valeur quand on était sur une même pathologie et qu'on valorisait les états de santé avec du 3L et avec du 5L. Donc là, c'est à partir des avis économiques publiés par la CESP. J'ai pas fait un recueil exhaustif parce que c'est long, mais j'ai regardé les 15 derniers avis économiques publiés. Donc ça fait une durée, ça fait moins d'un an. Et j'ai regardé les avis qui présentaient à la fois des valeurs d'utilité calculées avec la matrice de pondération Andrade, qui est la matrice directe de valorisation de l'Occupability 5L, et celle devant nous, donc qui est le mapping, qui donne quelque chose qui est quand même assez proche du 3L pour voir les différences. Donc là, c'est les 15 derniers avis économiques publiés, sachant qu'en fait, il n'y en a que 4 qui sont ressortis parce que il y a des avis dans lesquels il n'y a pas forcément de l'Occupy5D au sens où le questionnaire n'a pas été passé dans les essais cliniques et il y a beaucoup d'avis aussi dans lesquels il n'y a pas forcément la mise au regard
Enfin, il n'y a pas forcément d'analyse de sensibilité sur Van Hout, et quand elles y sont, l'avis ne précise pas forcément les valeurs. Donc, je voulais vraiment quelque chose sur lequel on voyait déjà les valeurs et on pouvait les discuter. Donc, au final, je suis retombée sur ces 4 avis qui sont des avis en oncologie. Ce qu'on voit, donc si on regarde, vous préoccupez pas des points en rose, mais en tout cas, si on regarde, donc, pardon, là pour le contexte, c'est des avis qui ont des essais cliniques dans lesquels le Q5D-5L a été administré comme questionnaire. Donc, ils ont été valorisés d'une part avec Andrade et de l'autre part avec Van Hout. Dans ce qui sort en termes de résultats, on voit donc en ligne, hein, on voit des résultats d'utilité différents selon que les états de santé aient été valorisés par Andrade, donc du 5L direct, valorisation directe du 5L, ou Van Hout, la fonction de mapping. Ce qu'on voit aussi, donc là j'ai voulu à la fois pour Andrade et à la fois pour Van Hout comparer ce qu'on observait dans les essais avec ce qui est observé dans la norme populationnelle. Et donc on voit, et c'est là que j'ai mis le rose, que on a des résultats d'utilité qui sont observés dans les essais qui sont parfois supérieurs aux valeurs observées en population générale dans la même classe d'âge. Donc ça, c'est des constatations. Ça vaudrait le coup peut-être de reprendre tout ce qui existe comme avis d'efficience, de regarder si c'est systématiquement la même chose. Mais en tout cas, dans les 15 derniers, c'est ça qui se passe. Et puis, on parlait tout à l'heure d'incrémental parce que quand on utilise ça, c'est bien sûr pour calculer des qualis et calculer au final les RDCR. Et ce qu'on voit, c'est que ces différences, donc qui sont à la fois sur les chiffres, mais à la fois en incrémental, donc là, on est beaucoup en pré et en post-progression, on voit que les différences entre la pré et la post-progression, l'incrément est aussi différent selon qu'on valorise avec Andrade ou avec Van Hout. Et donc, ça a un impact, alors je ne vais pas me permettre de qualifier les RDCR, mais en tout cas, non négligeable entre plus 15, plus 13 et plus 26% quand on utilise Van Hout plutôt que Andrade. Donc pour peut-être introduire la discussion, peut-être aussi vous dire comment on réfléchit ces choses-là ou comment on en a discuté en tout cas, et notamment avec Gérard en amont de ce séminaire. On a quelques éléments de discussion. Alors, on ne sait pas tout, on ne dit pas que c'est exactement ça la vérité, mais en tout cas, c'est ce qu'on réfléchit. Je ne sais pas si, peut-être, Gérard, est-ce que tu veux que je continue ou est-ce que tu veux reprendre les points? Je ne sais pas si tu es revenu. Pardon, tu veux pas mettre les slides que j'ai envoyés là comme ça? Ça me Si, permet alors de. j'avais 3 points et C'est après des j'avais compléments. des Voilà, slides va de points. jusqu'au bout, Pardon. Julie, va jusqu'au bout de ce Ouais, que tu as donc prévu. je mets Après, ça Gérard, et après je te rends la voilà. parole, Gérard. Voilà. Donc, sur Pardon, quelques j'ai rien éléments compris. de discussion, il y a un point qu'on voulait mettre en avant qui est que au NICE, vous savez, les RDC, enfin les RDCR, l'ICER, est un point important hein, dans l'accès au marché des médicaments. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions au moment de l'arrivée de l'OQPID-5L sur à la fois, bah, justement, ce qu'on vient de voir, le fait que ça change les références quand on voit qu'on passe de la valorisation 3L à la valorisation 5L. Ça change les références, ça change les ordres de grandeur des RDCR. Donc, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Est-ce qu'on utilise le 5L ou pas? Est-ce qu'on revient au 3L? Comment est-ce qu'on valorise? Est-ce que la méthode de valorisation est la bonne, leur permet d'avoir un référentiel et comme ils travaillent sur des seuils aussi, c'était vraiment super important d'avoir ces discussions-là. Donc, je ne vais pas refaire toute la discussion qu'il y a eu au niveau du NICE et en plus, je ne suis pas experte dessus, mais c'est voilà, quand même des sujets sur lesquels on peut trouver plein de choses et on n'est pas les seuls à se poser ces questions-là. Sur tout ce qui est ce qu'on a vu avant, le tableau juste avant, hein, sur le fait que parfois les valeurs d'utilité EQ5D, 5L dans les essais, alors peut-être ailleurs, là je parle d'essais parce que c'est vraiment ce que j'ai sous la main quand je travaille moi au quotidien, mais que ces valeurs-là sont supérieures ou peuvent être supérieures à celles de la population générale. Donc, on l'a vu avant, ça se voit,
on le sait, et c'est une question en fait qu'on a régulièrement aussi avec les experts cliniciens quand on fait des comités scientifiques, hein, notamment pour les dossiers qu'on veut déposer à la CESP. Donc il y a pas mal de points à discuter qui expliquent pas, mais en tout cas qui sont des points à pas négliger quand on se pose ces questions-là, qui est, par exemple, quand on parle d'un essai clinique, on parle de patients qui sont inclus dans les essais, qui sont parfois en impasse thérapeutique, et rien que le fait de rentrer dans un essai clinique, qu'on leur propose un traitement sur certaines dimensions de l'EQ5D, alors ça peut être l'anxiété, la dépression, mais ça peut être d'autres choses, on va avoir systématiquement une façon de répondre aussi qui peut être différente. Le 5L par rapport au 3L, ça introduit un niveau de finesse différent. Et donc, quelqu'un qui ne serait pas positionné peut-être sur du 3L, sur un point je vais super bien, tout va bien, peut se permettre quand même de augmenter un peu sa qualité de vie par rapport à ce qu'il aurait mis sur du 3L. Et ça peut-être expliquer ça et expliquer ça par rapport à la population générale. Il y a aussi un point important qu'on voit dans les essais cliniques, c'est que dans les essais cliniques, souvent, on inclut des patients qui, je ne vais pas dire qui vont bien, mais qui vont mieux que l'ensemble des patients de leur indication, notamment parce que en onco, on a beaucoup des patients ECOG 1-2. Enfin voilà, il y a vraiment aussi les caractéristiques des patients des essais qu'il faut regarder pour discuter ces points-là sur les valeurs d'utilité. Il y a ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais de la personne en fauteuil roulant, mais qui peut s'appliquer à toutes les pathologies, l'adaptation du patient vis-à-vis de son état de santé. Se rappeler du coup que les valeurs d'utilité sont calculées sur des préférences en population générale et que quand on est dans l'essai clinique, c'est à un patient qu'on va demander, c'est le patient qui va remplir son état de santé. Et après, il y a toutes les variabilités qui sont liées aux échantillonnages qui sont faits notamment dans les essais cliniques. Et il y avait ce point-là, alors qui est un point pour aller un peu plus loin que ce sujet-là des EQ5D, 5L, dont les valeurs sont au-delà des valeurs parfois de la population générale, mais qui est un point peut-être de discussion dans un second temps, qui est en tout cas que dans les analyses, souvent on va utiliser bien sûr les données EQ5D, 5L issues des essais cliniques quand on les a, mais maintenant on les a quand même beaucoup dans les essais cliniques, mais on va les pouler parfois avec des données pour les patients guéris qu'on ne suit plus dans les essais cliniques ou pour les événements indésirables avec des données externes qui sont issues finalement potentiellement de sources différentes. Et Gérard, du coup, je te rends la main sur cette slide-là. Je voulais simplement, pour illustrer quand même la problématique effectivement du changement de distribution des valeurs de Q5D 5L par rapport au 3L, je vous ai mis les distributions de kernel là, des valeurs en fait. Et vous voyez bien qu'en fait le 5L a complètement déplacé vers la droite, effectivement, a shifté vers la droite, donc vers les valeurs élevées, une bonne partie des valeurs qu'on observait avec le 3L. Et en revanche, il a accentué finalement, et ça c'est vraiment le vrai bénéfice du 5L, il a accentué comment ça, le côté péjoratif des valeurs des états les plus dégradés. C'est-à-dire, à mon sens, il est beaucoup plus performant sur les valeurs dégradées. Bon, alors il est peut-être moins sur les valeurs pas, enfin, de relativement bon état de santé, mais sur les états de santé dégradés, il est très bon. La problématique, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de pathologies sur lesquelles on fait des études de coefficacité. On est plutôt sur la gauche du graphique et on est plutôt effectivement dans la masse de droite, ce qui fait que, en gros, effectivement, on a de toute façon en général des valeurs de 5L qui sont plus élevées que des valeurs de 3L. Alors après, ce qui est très difficile de prédire, et ça renvoie à la dernière question au dernier point d'ailleurs de Julie. Ce qui est très difficile de prédire, c'est l'impact sur l'incrément, en fait. Parce qu'on mesure, ce qui est intéressant, c'est le décrément, pardon, ou l'incrément d'utilité apporté par un traitement nouveau par rapport à l'autre. C'est très difficile de prédire quand, effectivement, est-ce que on va mesurer les mêmes décréments ou est-ce que le fait que les distributions ne soient pas les mêmes introduit le fait que les décréments pardon, que du coup, les décréments ne sont pas du même ordre de grandeur. Et ça, on sait pas quoi. On sait pas quel biais ça introduit. Juste pour le UK, il y avait un problème aussi
il y avait pas mal de critiques sur la méthodologie de l'étude d'évaluation UK aussi. Les gens avaient pas mal critiqué l'étude enfin pour des questions de méthode. Le support group du NICE à Sheffield avait pas mal critiqué l'étude. Bon, donc ça, c'est juste pour vous montrer, en plus pour vous montrer que Van Hout, là, c'est la bosse la plus grande, mais à gauche. Van Hout, c'est du 3L, quoi, en fait. C'est pas, ça change pas grand-chose, quoi. Faire du 5L en disant on fait du Van Hout et c'est du 5L, ça change, bien sûr, mais en fait, on reproduit du 3L, et c'est pas étonnant vu la façon dont c'est fait, le mapping. Vous voyez bien qu'en fait, on peut faire une bijection de 5 sur 3, mais on ne sait pas faire une bijection de 3 sur 5. C'est relativement facile de faire une bijection de 5 sur 3, et du coup, on aboutit finalement à une reconcentration sur les trois niveaux. À droite, c'est un papier que j'ai sorti dans la revue, comment ça s'appelle? Gestion hospitalière, non pas de gestion hospitalière, la revue de gestion et d'économie de la santé, dont s'occupe Jérôme et d'autres, j'avais fait une comparaison systématique, effectivement. En fait, ce que je voulais voir, c'est est-ce que la 5L apporte quelque chose en termes de description supplémentaire, mais aussi est-ce que les deux sont consistantes, cohérentes, en fait, et troisièmement, simplement regarder de façon descriptive ce qui se passe, en fait, dans la ventilation des dimensions entre les trois. On a pu faire cette étude parce que dans l'étude de valorisation 5L, on a demandé aux répondants de se coter en 5L et en 3L. Donc, on avait leurs réponses en 5L et en 3L, et on a pu regarder comment se répartissaient les réponses. Alors là, je l'ai envoyé hier soir, je l'ai pas regardé, mais je vous laisse le regarder plus en détail pour voir effectivement comment les 1, 2, 3 se répartissent finalement par dimension entre les dimensions, et ça peut vous donner une idée, une suggestion de dans quelle direction ça va aller en fonction de la pathologie, enfin, dans quelle direction les changements 3L, 5L peuvent aller en fonction de la pathologie. Je ne vais pas trop entrer dans le détail. Grossièrement, quand même, enfin, un résultat très, très, très important et qui était attendu avec le 5L, c'est on a supprimé beaucoup de concentration sur les états 1, en fait, grâce au 5L. Et puis, on a beaucoup mieux, moi, de mon point de vue, on a beaucoup mieux pris en compte la gravité, finalement, donc, et surtout au niveau 3, 4, 5, quoi. Par rapport à ce qui était avant, on avait 1, 2, 3, et le passage de 2 à 3, c'était un gigantesque pont, quoi, en fait. Et là, on est quand même un peu plus raffiné. Voilà ce que je voulais dire. Le dernier truc que je voulais dire, c'était sur ah oui, les normes populationnelles, enfin les valeurs trouvées dans les essais cliniques supérieures aux normes populationnelles. Je sais que enfin, quand je suis venu à la CES, bon, j'étais un peu interpellé là-dessus. Mais en réalité, Fabienne aussi m'avait posé des questions là-dessus. En réalité, bon, Julie a donné plein d'arguments. Moi, il y a un truc que j'ai pas réussi enfin, il y a un truc que j'ai demandé euh, au, euh, au laboratoire, de demander aux cliniciens qui participaient au conseil scientifique des études euh, s'il était possible de vérifier effectivement que finalement les gens qui sont inclus dans les essais cliniques sont en rémission dans le cancer, ils sont pas forcément si mal que ça entre guillemets. Ils sont pas parce que ils ont appris à gérer leur maladie, et il y a peut-être effectivement un effet placebo de rentrer dans l'essai clinique. Donc, ce serait pas forcément surprenant. Et le problème, c'est pas tellement qu'il soit plus haut que la population. Enfin, moi, ce que j'ai vu dans les 3, 4 dossiers où j'ai travaillé avec des labos, c'est pas tellement le problème du niveau que du problème de la difficulté de montrer un décrément, en fait, ou un incrément d'utilité dans l'essai. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas si c'est lié au 5L, mais de fait, on s'aperçoit finalement que le bénéfice apporté, mesuré par le 5L dans les essais, est pas très important. Bon, est pas très important. Alors, on ne va pas l'augmenter artificiellement en passant en 3L. C'est débile, je veux dire. Évidemment, si tu appliques Van Hout là-dessus, il n'y a pas de problème, tu vas trouver un incrément qui est plus important. C'est un peu les datas qu'a montré Julie. Donc là, je pense simplement que peut-être que la durée des essais, dans certains cas en oncologie, la durée des essais ne le permet pas de montrer réellement un bénéfice de qualité de vie
tout de suite, en fait, hein, et que la difficulté, ça serait effectivement de pouvoir continuer à mesurer au cours du temps, avec une étude de follow-up, la qualité de vie, pour voir quand est-ce que quand est-ce que se déclenche un véritable bénéfice en termes de qualité de vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu ce que Julie a dit. Les normes populationnelles, on l'a fait à partir d'une enquête, on l'a faite avec Kantar Health, qui a une enquête permanente en fait de santé dans plusieurs pays et qui avait effectivement les données 5L, qui avait, oui, c'est ça, qui a vécu 5D 5L sur 15 000, personnes. C'est quand même un assez gros échantillon, mais malgré tout, il était probablement un peu, il y avait des problèmes de sous-représentation pour les classes d'âge âgées. Donc, en fait, il y avait des petits effectifs. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez les normes populationnelles avec par classe d'âge et de sexe, la taille de l'échantillon, les tailles d'échantillons, en fait, même avec 15 000 personnes, sont relativement petites et la variance est assez élevée. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce qu'on trouve dans l'essai clinique pour une classe d'âge et de sexe donnée est dans l'intervalle de confiance de la norme populationnelle. Si c'est dans l'intervalle de confiance de la norme populationnelle, on est simplement dans une situation d'échantillonnage, en fait. C'est-à-dire, en fait, si on tirait au sort le nombre X personnes de l'essai clinique dans les normes populationnelles, peut-être qu'on trouverait effectivement peut-être qu'on trouverait des valeurs relativement élevées. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais c'est un problème simplement de prendre un sous-échantillon d'une population globale. Donc, il n'y a pas de raison qu'on trouve effectivement que ce sous-échantillon ait exactement les mêmes valeurs que dans la population globale. Bon, voilà, ça, c'est un peu tous les arguments que je mets en avant. Et en fait, le problème, moi, pourquoi les labos, ils n'aiment pas ça, évidemment. Ils sont pas contents parce qu'ils n'ont pas démontré de décrément. Bon. Et, et ils se dépêchent après, pardon, il y a des gens des labos dans l'Assemblée, peut-être, mais ils se dépêchent après pour essayer de raccorder ça avec des données 3L tirées de la littérature. Mais là, on tombe sur un problème qui n'est pas lié au 5L et qui n'est pas lié au 3L, c'est qu'on a en France, finalement, peu de data spécifiques, enfin, disease spécifiques, en fait, on va dire, hein, et disease spécifiques en fonction des états de santé, de la progression de la maladie, et par conséquent, on en est réduit à aller chercher des données tirées de la littérature qui sont agrégées, c'est-à-dire on n'a pas des données individuelles, qui sont souvent en 3L et avec des systèmes de valeurs. Alors, quand on n'a même pas les données désagrégées avec des systèmes de valeurs différents, et on en est réduit à faire des hypothèses, effectivement, sur non pas sur le niveau absolu, mais sur la plausibilité du décrément ou de l'incrément d'utilité qu'on mesure avec le 3L dans ces données de la littérature. Voilà. Et puis, par ailleurs, on branche finalement sur l'essai clinique des données qui sont 3L, alors que les données de l'essai clinique sont 5L. Donc, je pense, en fait, on a une vraie défaillance en France, en tout cas dans les études institutionnelles et industrielles. On a une vraie défaillance liée à l'absence, finalement, d'un corpus suffisant de data en vie réelle, on pourrait dire, permettant effectivement de documenter correctement ce qui se passe après l'essai clinique. Alors, on n'a pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des données en vie réelle, disease spécifiques. On n'a pas forcément besoin d'avoir des valeurs d'utilité. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir les états de santé 5L, parce qu'on peut faire l'hypothèse, grosso modo, que. On fait une hypothèse forte qui consisterait à dire que les patients qui ont une Mickey en Angleterre et en France déclarent à peu près les mêmes états de santé, et que ce qui va changer, c'est simplement le système de valorisation. Mais c'est déjà mieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Voilà, j'ai juste fini parce que ce point-là des valeurs trop élevées, je sais, on peut pas le résoudre en fait, hein. Je veux dire, on peut pas le résoudre. La seule façon de le résoudre, ce serait de faire une étude comparant finalement la valeur déclarée de 5L de patients qui seraient dans un état de santé donné et qui seraient. Alors, il faudrait faire une étude comparative contrôlée entre ceux qui rentrent dans un essai clinique et ceux qui ne rentrent pas. Ça, c'est un premier point. Et puis, par ailleurs, il faudrait aussi, ça c'est l'hypothèse effectivement de l'effet placebo de l'essai, mais il faudrait, oui, placebo de l'essai, mais il faudrait aussi véritablement faire une enquête qualitative auprès de ces patients pour voir
si ce qu'ils déclarent en fait en termes d'état de santé 5L, c'est bien effectivement, ils sont d'accord, enfin c'est bien ça qu'ils ont pas déclaré n'importe quoi. Mais moi, finalement, ça m'étonne pas forcément tellement. Je vois par exemple pour des pathologies hématologiques où il y a des patients qui sont en rémission. Enfin, mais alors c'est assez difficile de discuter avec les cliniciens. Des patients qui sont en rémission, ils sont éco-gains d'eux. Donc, en fait, ils marchent. Faut regarder, ils marchent. Ils se lavent, entre guillemets, pour être très simple. Ils ont à peu près, s'ils sont à la retraite, ils ont à peu près pas d'impact sur leur vie quotidienne. Ils ont une vie à peu près normale. Si effectivement, s'ils travaillent, ils sont peut-être, mais s'ils sont en rémission, ils sont peut-être remis au travail. Et finalement, en général, leur maladie est bien gérée du point de vue de la douleur. Et il n'y a que l'anxiété, la dépression, l'anxiété qui peut effectivement être. Donc, c'est pas trop étonnant de trouver finalement des valeurs relativement élevées, surtout quand on regarde par dimension, et ça, je vous renvoie au papier que j'ai publié dans le journal de gestion et d'économie de la santé. En fait, le poids des trois premières dimensions, enfin, les dimensions très détrimentales, c'est la douleur finalement, hein, et potentiellement la capacité de s'occuper de soi-même, autant que je me rappelle. Mais quand on regarde les pondérations dans l'équation, finalement, c'est pas tellement étonnant qu'il déclare des valeurs relativement élevées, quoi. Voilà. Ça y est, ça c'est juste le complément par rapport à ce que Julie a dit. Maintenant, avec Julie, on est prêt à répondre à toutes vos questions. Merci infiniment, c'est super intéressant.